Monsieur le vice-président, chers collègues, le débat d'orientation budgétaire, chacun le sait, est un exercice toujours un peu compliqué. L'objectif est d'échanger sur la situation financière de notre collectivité, de se positionner sur vos grands axes d'action pour l'exercice budgétaire à venir, et le tout dans le cadre d'un contexte financier donné. Alors le problème, c'est que cette présentation des perspectives budgétaires et leurs discussions interviennent toujours, sinon la plupart du temps, sur la base d'éléments d'information financiers non stabilisés. Les choses ne se précisent en effet qu'avec le vote de la loi de finances votée au Parlement en fin d'année. Alors il faut bien le reconnaître, s'exprimer sur vos orientations budgétaires 2021 s'avère encore plus difficile que les années précédentes en raison du contexte lié aux effets que ne va pas manquer d'engendrer la crise sanitaire sur nos finances. En effet, les incertitudes qui planent sur l'avenir budgétaire de notre département n'ont jamais été aussi prégnantes. Alors à ce stade, vous comprendrez que je m'en tienne uniquement à quelques considérations générales dans l'attente de pouvoir disposer de votre projet de budget 2021 en début décembre prochain. Cela dit, à la lecture de votre rapport, on trouve beaucoup d'informations intéressantes et j'en profite ici pour remercier les services qui ont contribué à son élaboration. Cela dit, après l'avoir parcouru en détail, j'avoue être resté un peu sur ma faim, et ce pour plusieurs raisons. D'abord et surtout parce qu'au gré de la 50aine de pages qu'il comprend, il faut attendre la 33e pour commencer à disposer d'éléments permettant de se faire une idée sur l'état des finances de notre département. Et à ce titre, il ne faut pas être grand spécialiste de la gestion budgétaire pour s'apercevoir que notre situation financière est particulièrement alarmante. Vous l'avez dit vous-même, monsieur le vice-président. Mais j'y reviendrai. S'il faut attendre une 30aine de pages pour rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'en dehors des développements relatifs à l'impact de la crise sanitaire en Seine-Saint-Denis et des mesures que vous avez prises pour la combattre et pour combattre l'épidémie, vous nous gratifiez une nouvelle fois d'une longue litanie d'actions que vous avez engagées et que vous entendez poursuivre l'année prochaine. Alors ce choix n'est pas nouveau, puisqu'il vous permet une fois de plus de vous adonner à ce petit péché d'autosatisfaction que vous affectionnez tant. Mais cette année, ça peut paraître surprenant, car par rapport aux années précédentes, nous ne sommes pas tout à fait dans le même schéma. La première différence tient au fait que, compte tenu précisément des effets de la crise sanitaire, plus que jamais, vous ne savez pas si vous aurez les moyens financiers de vos ambitions en 2021. La seconde veut que personne ne sache aujourd'hui, pas plus vous que nous d'ailleurs, si vous serez toujours à la tête du département après les élections de l'année prochaine pour mener à bien ces ambitions. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans ces conditions, je le répète, votre parti pris peut étonner. Car j'imagine que sur le plan financier, vous êtes dans l'attente de la loi de finances 2021 pour en savoir un peu plus en termes de disponibilité financière à venir, et que sur le plan électoral, j'imagine également qu'il ne vous est pas venu à l'idée d'adopter après les élections une attitude trumpienne consistant à faire vôtre la maxime « j'y suis, j'y reste ». Par ailleurs, votre rapport me laisse aussi un sentiment mitigé, car je le dis au passage, quand on prend connaissance des informations sur les ressources humaines qui y figurent en application de la loi NOTRe, on y découvre un constat qui interroge un peu. Notre personnel départemental est loin de respecter l'égalité, ou plutôt la parité femmes-hommes, puisqu'il est constitué de femmes à hauteur de 75% et que les hommes ne représentent qu'à peine un quart de l'ensemble des agents de notre collectivité. Je ne suis pas en train de déplorer une répartition stricte 50-50, mais il y a sans doute des raisons objectives à cette situation. Mais avouez que la disparité est assez saisissante. Alors pour autant, là n'est pas l'essentiel. Les éléments sur lesquels il convient surtout de s'attarder sont évidemment ceux relatifs à notre situation financière départementale qui ne peut que susciter, je le disais à l'instant, de très vives craintes. Parlons des recettes. Et vous l'avez fait, monsieur le vice-président. Vous envisagez des DMTO en progression de plus 27%, mais c'est sans garantie.
À l'inverse, une CVAE enregistrant potentiellement une baisse de 19%. Une compensation TVA du transfert aux communes de la taxe foncière bâtie, laissant espérer un niveau équivalent de recettes, enfin pour l'instant, parce qu'on verra les années suivantes, mais une recette de TVA additionnelle en remplacement du fonds de stabilisation aboutissant cette fois à une perte estimée à 5,5 millions, sans parler d'un niveau de recettes émanant des fonds de péréquation horizontaux, également à la baisse. Voilà ce que vous nous indiquez en gros en matière de recettes. Côté dépenses maintenant, et s'agissant plus particulièrement des dépenses sociales d'AIS, les allocations individuelles de solidarité, on n'a aucune difficulté à vous croire quand vous affirmez qu'elles vont encore continuer d'augmenter. Lorsqu'on se réfère aux courbes graphiques que vous nous communiquez, on ne peut que frémir en effet. Vous tablez sur une dépense de 760 millions d'euros en 2021, jusqu'à l'envisager à près de 850 millions d'euros en 2023. C'est dire si cela va continuer d'exploser. Malgré cela, l'année prochaine, vous nous annoncez d'ores et déjà faire le choix de ne pas augmenter la dotation RSA si l'État ne vient pas à la rescousse. Alors, il ne m'a pas échappé que de ce côté, il y a du nouveau. Je vais avoir l'occasion d'y revenir. Mais pour ce qui est de l'investissement, on ne peut que se réjouir que vous envisagiez de le maintenir à un niveau élevé, avec une précision tout de même, c'est qu'à ce stade, cette sanctuarisation de l'investissement ne sera possible qu'en bénéficiant de la solidarité financière venue des autres départements au travers d'une hausse des recettes tirées du FS2I, le Fonds de solidarité interdépartemental d'investissement. Enfin, l'emprunt et la dette. Là, vous nous dites vouloir moins y recourir pour l'emprunt et la contenir pour la dette, afin de conserver des marges de manœuvre, améliorer notre épargne brute et corrélativement accroître l'autofinancement. Alors je ne peux évidemment que vous encourager dans cette direction, puisque c'est ce que nous vous invitons à faire depuis le début du mandat. Malheureusement, comme on a coutume de le dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je crains que lorsque nous nous reverrons dans un mois pour examiner le budget 2021, les bonnes résolutions se soient en partie envolées pour laisser précisément place à ce qui pourrait être l'enfer budgétaire. Car je vous ai bien lu, vous conditionnez l'ensemble de vos perspectives budgétaires, maintien de l'investissement, moindre recours à l'emprunt, et au final, amélioration de notre situation financière, à 4 exigences. Une compensation par l'État des pertes de recettes fiscales liées à la crise du Covid, la recentralisation du RSA, le triplement du Fonds de solidarité Île-de-France et une reprise totale ou partielle de la dette du département par l'État. Rien que ça. Alors très bien, si vous engagez les efforts nécessaires, et vous l'avez fait, je le reconnais, visant à ce que l'État réponde favorablement à ces demandes, sachant qu'il est parfaitement exact qu'année après année, il a passé son temps à se désengager financièrement. Il semblerait d'ailleurs que cela commence à porter ses fruits, vous nous en avez parlé, et je lis la presse comme tout le monde, et à en croire ce dont elle s'est fait l'écho, et j'ai pris connaissance aussi des courriers du Premier ministre qui est intervenu sur la question, et de votre courrier, Monsieur le Président, également. L'État envisagerait donc une expérimentation de renationalisation du RSA pour ce qui concerne notre département. Alors on ne peut évidemment que s'en féliciter, car il va sans dire que cela nous donnerait de l'air sur le plan financier. Mais il semble que la mise en œuvre de cette proposition ne soit envisagée qu'à compter de 2022. Et si j'ai bien compris, c'est votre interprétation, Monsieur le Président, car le Premier ministre Jean Castex, dans sa lettre, c'est pas semble, parce que j'en ai pris connaissance ce matin, n'évoque pas de date. Si c'est bien le cas, alors je dis quid en 2021, car c'est bien du prochain exercice budgétaire dont nous débattons des orientations aujourd'hui. L'année prochaine, les dépenses de RSA ne vont pas s'arrêter de progresser dans l'attente de leur éventuelle prise en charge par l'État l'année suivante. Là, vous nous dites vous-même, Monsieur le Vice-président, que vous assumez l'insincérité juridique. Donc là, je trouve que c'est assez incroyable. Et je ne veux pas, jouer ici les saint Thomas, mais je serais tenté d'appeler, non pas au scepticisme, Monsieur le Président, mais à la prudence et à la lucidité.
comme il convient de le faire avec le vaccin pour le Covid. Car si tant est que cette expérimentation puisse être lancée en 2022, ce n'est pas tout de suite, et il ne faudrait pas que cette proposition, je n'ose même pas dire cette promesse, n'engage que ceux à qui elle a été faite. Je rappelle qu'avant l'arrivée de la pandémie, la situation financière de l'État n'était déjà pas glorieuse. Alors demain, après avoir déversé les milliards que l'on sait pour lutter contre l'effondrement de notre économie dans le contexte de la crise du Covid, on peut continuer de s'interroger et il est légitime de nourrir encore quelques doutes sur le niveau d'engagement de l'État à venir. Quoi qu'il en soit, pour l'heure, les orientations budgétaires que vous nous proposez se fondent encore sur de réelles incertitudes et qui ne peuvent que susciter de réelles inquiétudes. Alors à ce stade, et avant d'en dire plus, je crois donc raisonnable d'attendre d'examiner ce que sera votre projet de budget 2021 le 12 décembre prochain. Nous pourrons alors, et à ce moment-là, apprécier les choses de manière plus claire. Et comme on le dit, dans le doute, on s'abstient, ça sera la position de notre vote sur l'ADM. Merci à vous. Merci, Monsieur Grandin. Alors, pour nos collègues